Donc, on va faire un petit. Donc, on va commencer cette rencontre avec Régis Sautière et donc Renaud Dillise autour de leur dernier album en commun, leur dernière série en commun, pardon, Le Clan de la Rivière Sauvage. Puis on évoquera aussi, puisqu'on est à la fabrique de la bande dessinée, un aspect plus dans les coulisses, mais primordial, qui est de savoir comment, effectivement, des auteurs partent de l'idée d'un projet pour aboutir à un album, et donc comment ça se passe avec les éditeurs. Hein. Alors, vous êtes tous les deux des habitués, on peut dire, du festival et d'Amiens. Je vais quand même faire une mini présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc Renaud Dillise, qui est aussi un régional de l'étape maintenant, puisqu'il est lillois d'origine, donc on est tous dans la même grande région. Donc, qui a commencé très fort avec le prix du meilleur premier album à Angoulême avec Betty Blues, et aussi des histoires d'éditeurs derrière ça, où on reviendra peut-être. Et puis, alors vous êtes généralement un auteur complet, c'est-à-dire que vous faites à la fois scénario et dessin. Alors c'est le cas notamment avec, pour ne parler que des albums les plus récents, la dernière nouvelle série jeunesse et aux éditions de la Gouttière avec l'Épouvantail. Hop, oui. Voilà, donc 4 albums déjà, en 2-3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, oui. Voilà, donc une grosse productivité sur ces albums. Et puis, donc vous avez commencé par contre à faire une collaboration avec Régis Sautière pour Mr. Plum, c'était en 2006. C'est une histoire de plombier qui devient un lapin, ou un lapin qui se prend pour un plombier. Enfin voilà, je pense qu'il est encore disponible à l'album, donc je vous conseille. Non, je crois qu'il est plus disponible depuis plusieurs années. Allez essayer de le trouver dans une bibliothèque alors. Et puis bien sûr, votre collaboration ensuite s'est poursuivie avec la série Abélard et Alvin, donc 4 albums qui, il faut que j'y arrive à y penser, sont notamment maintenant disponibles en intégrale. Et puis donc là, vous entamez une nouvelle collaboration avec le Clan de la Rivière Sauvage, sur lequel qu'on évoquera après. Alors 2 mots sur Régis Sautière, donc scénariste, amiénois depuis 25 ans, voilà. Une 60aine d'albums scénarisés à peu près. Plus autour de 80, je pense. 80, bon bah voilà, j'en ai raté quelques-uns. Alors bien sûr, connu pour la guerre des Lulus, fait avec Hardock. Également une autre série qui commence à prendre de l'ampleur, c'est les Spectaculaires, avec Arnaud Poitvin. Donc là, on est plutôt dans un registre jeunesse, un peu plus humoristique avec les Spectaculaires. Mais vous êtes aussi scénariste assez tout-terrain, puisque aussi scénariste de SF avec la reprise d'Aqua Blue. Des albums aussi avec le label Comics Bureau, notamment L'Orphelin de Perdide. Et puis, voire même une adaptation de Conan. Donc ça, c'est chez Glénat, je crois. Donc là, un travail avec beaucoup de dessinateurs dans des styles différents et avec beaucoup d'éditeurs. Alors, on va peut-être commencer quand même avec l'album qui sort tout spécialement pour ce festival, donc Le Clan de la Rivière Sauvage, aux éditions de la Gouttière. Donc, les retrouvailles, on a un peu dans on retrouve un peu l'atmosphère d'Abélard, un peu plus dans le registre aventure. Alors peut-être, Régis, nous dire en 2 mots de quoi il en retourne là, dans cette nouvelle série. Alors, le Clan de la Rivière Sauvage, c'est une histoire d'enfance dont on est dans une ambiance au début de l'histoire à la Tom Sawyer. Ça a vraiment été l'une de mes références quand j'ai voulu me lancer dans une série jeunesse avec Renaud. Donc on a essayé de retrouver un peu cette ambiance États-Unis de la fin du 19e, jusqu'aux années 1930 grosso modo. Et puis après avoir écrit une première version du synopsis, je me suis dit il manque quelque chose. Il y a quelque chose il y a une petite pointe d'originalité qui nous manque. Et c'est là qu'arrivait l'idée d'une sorte de grimoire, de livre magique qui sera apporté par un grand conteur. Donc on a imaginé une confrérie des grands conteurs, donc des conteurs comme ça qui vont de village en village raconter des histoires. Et ce grand conteur a ce qu'il appelle le répertoire. Donc c'est un grand grimoire dans lequel est consigné l'ensemble des histoires racontées par les grands conteurs.
sachant que ce sont des sortes de résumés, et chaque grand conteur va piocher des histoires dans le répertoire, les réinterpréter, ajouter des péripéties, changer les personnages, etc. Mais non, on a une sorte de gamme comme ça dans ce grand livre, et les enfants vont se retrouver plongés en fait dans ce livre parce qu'ils sont impatients de découvrir la suite de l'histoire qu'a commencé à raconter le grand conteur. Mais le grand conteur s'est interrompu, va arrêter son histoire parce qu'il était fatigué et il annonce qu'il va partir le lendemain. Donc les enfants sont frustrés parce que le grand conteur n'était pas passé au village depuis plusieurs années. Donc ils se disent qu'il ne va pas passer au village de nouveau avant plusieurs années et donc ils ne connaîtront jamais ou très tardivement la fin de l'histoire. Et donc comme ils veulent la connaître, ils vont s'emparer du répertoire et ils vont être projetés dedans. Enfin, il y a toute une suite de péripéties qui amènent à ce qu'ils se retrouvent dans une histoire de pirates. Et donc, ils vont être amenés à vivre comme ça différentes histoires, différentes aventures. Et le but de la série, c'est de traverser en fait tous les grands thèmes de la littérature d'aventure, donc la piraterie, le KPDP, le western, enfin, etc. Et nos enfants, à chaque fois, vont se retrouver plongés comme ça dans un décor différent. Et donc, ça nous permet d'explorer à fond ce genre en particulier. Voilà, l'idée est venue comme ça. C'est une série qui serait prévue en combien d'albums? Alors pour l'instant, on s'est lancé sur 3 tomes. Donc le prochain tome, on est dans le KPDP, on est avec des mousquetaires. Et voilà, les 3 tomes nous permettront comme ça de définir un premier arc. Et si le public est là, si les retours sont bons, et c'est le cas pour l'instant, le livre est sorti il y a 15 jours, on a d'excellents retours de libraires, de critiques, etc. Et de nos premiers lecteurs. Mais voilà. Mais après, il faut aussi que ça soit rentable pour l'éditeur. Voilà, on va parler des relations avec l'éditeur. Voilà, il y a aussi une économie du livre qui existe. Et pour que l'éditeur puisse continuer la série de façon pérenne, enfin, voilà, sans qu'il soit inquiet pour ses finances, il faut que le volume de vente atteigne un certain chiffre. Et donc, voilà, on verra où on en sera dans un an. Si la série marche bien, si l'envie de notre côté est toujours présente, si l'éditeur aussi a envie de continuer à nous suivre, on continuera jusqu'à ce qu'on s'en lasse. Le projet, il est né ensemble ou est-ce que c'est toi qui avais ce projet et qui l'as proposé En fait, l'envie de travailler ensemble était là de chaque côté. Après, il fallait trouver la bonne idée. Chaque fois que je travaille avec un dessinateur, en fait, je pars souvent de ses envies, mais surtout, je pars de l'univers graphique qu'il a développé. Et Renaud a un univers qui est très fort, qui est très marqué, qu'il a développé à la fois dans les ouvrages qu'on a fait ensemble, donc Abélard, Alvin, alors Mr. Plum, c'est un peu décalé, mais surtout, voilà, qu'il a développé tout seul de son côté, au travers de Betty Blues, de Saveur Coco, enfin, de tous les ouvrages qu'il a fait seul. Et donc voilà, moi le dessin de Renaud m'inspire beaucoup, il m'inspire certaines choses. C'est quelqu'un qui sait travailler tout seul et qui travaille tout seul en général. Donc je me dis que si je travaille avec lui, c'est que il faut que je lui apporte quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Et donc j'ai cherché une histoire qui à la fois était une histoire pour lui, qui lui correspondrait, à sa sensibilité, qui correspondrait à son registre graphique, à son style de dessin, et qui en même temps serait différent de ce qu'il avait fait auparavant. Ça fait un petit moment déjà, depuis Abélard, en fait, qu'on se dit ce serait bien peut-être de partir maintenant sur une histoire franchement jeunesse, parce que le problème qu'on y a avec Abélard, c'est qu'on est parti sans se poser la question du public, et on est allé, voilà, on est sur une histoire qui était pensée plutôt pour les adultes, et qui a souvent été mise entre les mains d'enfants quand le premier tome est sorti, parce que voilà, ce sont des couleurs chaudes sur la couverture, il y a un côté assez joyeux, un côté assez naïf qui est véhiculé par le dessin, parce que ce sont des personnages animaliers, et que l'animalier en France, souvent, ça renvoie à la jeunesse. Et donc, le premier tome a été dans des sélections de bandes dessinées jeunesse pour des prix. Ça a été classé souvent dans les médiathèques en bande dessinée jeunesse, en librairie aussi. Mais nous, quand le premier tome est sorti, on avait déjà fini le 2 et on savait que le 2 avait un côté très sombre, très dur et absolument pas jeunesse. Donc il y a eu une maldonne, voilà, à ce moment-là, et c'est là qu'on a commencé à se poser cette question du public et qu'on s'est dit, tiens, il faudrait qu'un jour on se lance dans une bande dessinée vraiment destinée au jeune public, même si c'est Le Clan de la Rivière Sauvage, c'est lisible absolument par tout le monde. Je pense que des lecteurs adultes, ils prendront aussi beaucoup de plaisir, parce que c'est une bande dessinée en fait qui est non seulement une bande dessinée d'aventure, puisque c'était le propos de départ, mais c'est aussi une bande dessinée de réflexion sur la littérature d'aventure, avec beaucoup de mise en abîme. Ouais. Et donc un lecteur adulte va y voir beaucoup de choses qu'un enfant ne verra pas.
Et donc, mais les deux, ils prendront, à mon avis, un plaisir égal. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et quelle était la question ? La question, c'était est-ce que vous l'aviez pensé ensemble, le projet ? Voilà. Et voilà. Et donc, on va dire que le point de départ, c'était l'envie, avant tout, de travailler ensemble. Et après, j'ai cherché une histoire pour Renaud. Je lui ai proposé une première version. Il m'a fait ses retours. On a commencé à réfléchir. On a commencé à en parler à la Gouttière aussi, puisque la Gouttière, c'est un éditeur du coin. Dont l'une des particularités est d'être une émanation d'On a marché sur la bulle, et une autre particularité d'être dans les mêmes locaux que là où on a notre atelier. Enfin, je dis notre, c'est là où je vais travailler quasiment tous les jours avec d'autres dessinateurs, d'autres auteurs de BD. Et donc voilà, donc il y a un contact facile avec ces éditeurs-là, et assez rapidement en fait dans le processus de création, de montage du projet, on en a parlé à la Gouttière en se disant tiens voilà, on a un éditeur jeunesse sur place qui est un éditeur qui est en train de développer un catalogue qui est très très intéressant, et on s'est dit voilà, ce projet-là pourrait bien correspondre à ce catalogue, à cet éditeur. Donc on a tâté un peu le terrain pour voir si l'envie était partagée. Très rapidement on a vu que oui. Et on a commencé à retravailler aussi le projet en fonction des remarques, donc non seulement de Renaud, mais aussi de l'éditeur. Alors que le précédent cycle, Abélard et Alvin, c'était effectivement chez Dargaud. Donc là, on est dans un des grands éditeurs du marché. Alors justement, Renaud, le projet, comment vous l'avez perçu Effectivement, ça s'était très bien passé avec Abélard. Et ça faisait déjà un moment qu'on voulait remettre le couvert. Et il a fallu trouver le temps, parce que lui aussi, il a pas mal d'autres auteurs avec qui il travaille. Et puis moi, j'avais aussi du travail, mes projets personnels. Et un des projets personnels qui est arrivé entre-temps, effectivement, c'est à la Gouttière, c'était l'Émouvantail. Ce qui m'a rapproché aussi, finalement, de fil en aiguille pour le clan. En discutant avec Régis, ça tombait au même moment. Et comme ça se passait très bien avec l'Émouvantail, je me suis dit, on va continuer là. Alors effectivement, on retrouve le style animalier qui est un peu votre marque de fabrique. Moi, j'ai une petite question sur les trois personnages. Ils étaient dans le scénario, ou c'est une inspiration plus du dessinateur, la manière dont ils sont restitués? Les personnages, j'essaye de me rappeler comment ils sont nés. Les personnages, les principaux, c'est ceux qu'on voit donc sur la couverture, les enfants. Les quatre enfants. En fait, voilà. les premiers personnages à être apparus, ça a été Zaki et Choco, puisque au départ, c'est eux qui portent un peu l'histoire. Donc Zaki, c'est... alors, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme animal, Zaki. C'est une bonne question. Je trouvais que c'était une espèce de renard bleu, mais... Voilà, c'est ça. Donc ce personnage-là, on avait ces deux enfants. Donc Zaki ici, Chocolat. Chocolat, on n'avait pas répété. Voilà, qui sont de petits garçons qui vivent dans un petit village. Ils s'ennuient un peu, surtout Zaki, parce que Zaki est un passionné de littérature d'aventure et il a envie de vivre des grandes aventures. Choco, lui, c'est le grand copain de Zaki, donc il le suit un peu dans ses rêves. Mais bon, il a des rêves qui sont beaucoup plus prosaïques. Lui, une bonne tartine de pain avec de la confiture ou une gaufre, etc., ça lui suffit amplement. Donc, du moment, il veut bien vivre des aventures à condition d'être de retour chez lui pour le goûter. En gros, c'est ça. Et donc on suit au départ ces deux personnages-là, et puis d'autres personnages vont apparaître très rapidement. Et donc il y a Amélia, donc, qui est la petite fille qu'on voit à côté, ici, et puis sa petite sœur Loulou. Amélia au départ apparaît comme une petite peste en fait, donc c'est un peu, alors il y a un rôle qui est un peu ambigu, c'est-à-dire Choco est fasciné en fait par Amélia parce qu'il la trouve magnifique, c'est la plus belle fille du village, etc. Et Amélia apparaît comme une peste parce qu'elle les envoie dans les cordes à chaque fois. Et on se rend compte petit à petit qu'en fait, elle fait ça aussi surtout pour les provoquer. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien aller jouer avec eux dans la forêt, etc. Parce que elle a une grande copine avec laquelle elle s'amuse beaucoup. Sauf que cette copine-là n'aime pas aller jouer dans la forêt. Elle n'aime pas faire des cabanes, etc. Et Amélia, qui a un petit côté, alors on dirait un peu garçon manqué, en tout cas, voilà, elle aime bien faire autre chose que jouer à la poupée. Elle a envie d'aller jouer dans la forêt, elle a envie de vivre aussi des aventures. Elle a un caractère qui est très proche de celui de Zaki en réalité. Et donc, elle va un peu bousculer les garçons. Et donc, c'est ce qui lui donne au début, en fait, on l'aperçoit un peu, voilà, comme on se dit, voilà, celle-là, elle a l'air assez méchante, etc. Et on se rend compte que non, voilà, c'est juste qu'elle a un caractère très fort et qu'elle veut aussi s'imposer auprès des garçons. Et puis la petite Loulou, qui est la toute petite sœur, en fait, d'Amélia, qui est
qui est, je ne sais pas comment la décrire, elle est très très naïve, très en admiration aussi devant sa grande sœur, donc elle a tendance voilà, à essayer de l'imiter, à essayer de faire comme sa grande sœur, et qui va être en fait cette petite loulou. Ça va être le personnage qui va nous permettre en fait de découvrir aussi toute l'histoire des grands conteurs, puisqu'il va y avoir une relation très, je dirais très poétique entre le vieux conteur et la petite fille, une sorte de passation de témoins entre les deux, où il va lui raconter l'histoire du répertoire, l'histoire de la confrérie des grands conteurs, ce qui permet au lecteur en fait de découvrir aussi toute cette histoire. Il y a un rôle un peu de Candide à un moment. Voilà, tout à fait. Ouais. Par rapport justement à la double lecture, par rapport à l'interprétation, enfin sur la littérature d'aventure, elle a ce rôle-là d'amener à interpeller le conteur justement sur quelque chose. Alors donc les personnages pour le dessinateur, quand on a un caractère design comme ça, comment on travaille pour... Étant donné que l'animalier, c'est un petit peu mon fonds de commerce, j'aime bien... C'est ma façon à moi d'interpréter les sensations des personnages, etc. Quand je lis ce que Régis m'amène, bon, il y a aussi une discussion en amont de tout ça, mais les personnages, comment on va dire, ça arrive tout seul. En fait, je réfléchis pas trop. C'est vraiment spontanément qu'ils sont arrivés comme ça. Choco, c'est tout de suite été. Je sais même pas si on a décidé à un moment donné que ce soit un petit ours. Non, parce qu'en fait, quand je décris des personnages à Renaud, je lui dis pas, tiens, il faudrait que ce soit un ours, il faudrait que ce soit un pingouin, etc. Je le laisse vraiment libre de choisir. Moi, je lui décris en fait le personnage dans son caractère, dans sa physionomie. C'est-à-dire, on a besoin d'un grand costaud, par exemple. On a besoin d'un personnage longiligne. On a besoin d'un personnage plutôt naïf, plutôt ceci, cela. Et à partir de ces traits de caractère, de ces traits de physionomie, parfois, que je donne parce qu'ils ont une importance dans l'histoire, on a besoin d'un grand costaud ou de je ne sais quoi. À partir de ça, Renaud va interpréter. Et il va créer des animaux, alors qui peuvent être des animaux réalistes, c'est-à-dire voilà, on reconnaît parfaitement un ours, ou alors des animaux en fait qui n'existent pas forcément, comme Zaki, voilà, qui est une espèce de renard bleu. On ne sait pas trop quel animal c'est. Comme Abélard, on voit que c'est un oiseau, mais quel type d'oiseau, on ne sait pas trop. En fait, c'est vraiment sa sensibilité qui s'exprime à travers ces animaux-là. Tout à fait, c'est l'expression qui prime pour moi plutôt que la rigueur, évidemment anatomique d'une part. Ça, c'est moins mon envie. C'est que, effectivement, Zaki, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais ça ne me dérange pas. Parce que il faut qu'on le sente. Et quand je le lis, je voyais cet animal-là. Donc, et après, c'est libre interprétation. Je trouve que c'est pas mal aussi. Alors, Choco, moi, ça m'a fait penser un peu à Gaston dans Abélard. Il n'y a pas de lien? Ça, c'est peut-être ma façon, à force de faire de l'ours de Gaston, il y a une empreinte. Peut-être que d'ici quelques années, ça va encore évoluer, sûrement d'ailleurs. Mais c'est vrai que quelque part, le côté animalier, enfin, c'est vrai que c'est des personnages. C'est pas un ours, un renard bleu ou autre, c'est 3 enfants. En fait, voilà. D'autant plus que dans le clan de la Rivière Sauvage, il y a un jeu avec ça. C'est-à-dire que voilà, on est avec des personnages animaliers. On est dans une forme de réalité qui est la réalité, le quotidien des personnages dans le petit village de Saint-Isidore. Et puis, quand on est dans les histoires du grand conteur, on bascule bizarrement sur des histoires avec des personnages humanisés. Et ça, c'était une volonté dès le départ. Donc, j'avais donné quelques indications à Renaud. Je voulais qu'on retrouve un peu ce qu'on voyait sur les images d'Épinal, donc un graphisme assez simple avec relativement peu de couleurs. Donc quelque chose d'assez symbolique, mais avec des personnages animaliers. Et pour créer, alors je parlais de mise en abîme tout à l'heure, et puis de jeu justement avec ce que c'était que la narration, avec ce que c'était que le conte. En fait, quand on est dans le village avec les enfants, en tant que lecteur, on perçoit ça comme étant la normalité, la réalité. Quand on bascule dans les histoires du conte, on est dans des choses qu'on nous raconte, dans des histoires imaginaires. Et pourtant, quand on est dans la normalité, on est avec des personnages qui sont anthropomorphisés, avec des animaux humanisés. Et quand on est dans les histoires racontées, les histoires de fiction, on est avec des personnages humains. Et donc il y a une espèce de bascule qui fait que petit à petit, en fait, on ne saura plus où est la réalité. Est-ce que la réalité, c'est les histoires du répertoire? Et en fait, l'histoire de Zaki, Choco, etc., c'est une histoire de pure fiction qui est l'une des histoires du répertoire?
ou est-ce que la réalité, c'est voilà, c'est ce que vivent ces enfants. Voilà. Donc il y a un double jeu avec ça, et donc ce jeu en fait est marqué par le fait d'utiliser des humains dans les histoires de fiction. Ouais. Et c'est vrai que là, on est complètement dans la partie, la mise en abîme, et puis l'intérêt que peut prendre aussi un lecteur plus adulte effectivement, quand on est lecteur et qu'on lit une histoire, est-ce qu'on est dans l'histoire? Est-ce que l'histoire est extérieure? Enfin voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Hein. Ou est-ce qu'on vit nous-mêmes dans le répertoire? Ou est-ce qu'on y est nous-mêmes dans le répertoire? Bon, ça emmène à plein de choses. Avant d'aborder peut-être la question justement de la fabrique de tout ça, comment on avance, une petite remarque sur les couleurs, parce que c'est un coloriste, donc Christophe Bouchard, qui nous accompagne depuis longtemps et qui fait un travail assez remarquable. Alors justement, comment ça se passe la relation entre un dessinateur et un coloriste? Ici, pour le coup, très bien aussi. Hein. Christophe Bouchard, c'est le coloriste avec qui je travaille depuis maintenant, je ne saurais pas dire, depuis les éditions Paquet, donc ça fait déjà quelques années. Je crois que le premier album qu'on avait fait ensemble, c'était Mélodie au crépuscule. Et depuis, ça a été toujours celui avec qui je souhaitais travailler. Et en fait, on se connaît très bien. Il connaît très bien mon dessin. Et lui aussi, ses couleurs ont évolué. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il y a une vraie personnalité dans la mise en couleur. On le reconnaît à chaque fois. Quand il me le dit pas, je vois certains albums, je dis « Ah tiens, sans même lire son nom, je vois que c'est lui qui a fait les couleurs », ce qui est déjà en soi assez remarquable. Et voilà, et quand le plaisir est là, on continue l'aventure ensemble. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est l'occasion de mettre l'accent sur un des travaux qu'en tant que lecteur, généralement, on ne connaît pas. On ne fait pas attention. Parfois, d'ailleurs, le nom du coloriste n'est même pas marqué d'ailleurs, dans les crédits. Hein, mais voilà, donc c'est quand même et donc, ça nous amène dans cette partie un peu moins méconnue du lecteur, justement, qui est comment on en arrive à fabriquer un livre, à faire un livre. Donc, vous, quand vous avez cette idée, donc vous voyez avec le dessinateur, comment ça se passe après quand on a une idée de projet pour en faire un livre? Alors, on va voir qui. On va démarcher des éditeurs, puisque on peut être... chez les auteurs, il y a les auteurs édités à compte d'éditeurs, donc des auteurs qui vont déléguer en fait tout le travail commercial à un éditeur, commercial de suivi aussi d'abord, et puis après faire de notre œuvre un livre, l'amener chez les libraires, le faire connaître déjà aux libraires, faire tout le travail de promotion autour du livre pour que le livre aussi se vende, parce qu'en France, il y a 5000 bandes dessinées qui sortent par an, et il faut savoir tirer son épingle du jeu pour que notre ouvrage sur lequel on a travaillé pendant un an ne soit pas emporté par le flot et passe directement à la trappe. Et donc tout ça, c'est le travail de l'éditeur. Et sinon, on peut être aussi auto-édité. Il y a de plus en plus, parce qu'Internet permet aussi ça, des auteurs qui vont s'éditer eux-mêmes, soit uniquement en numérique, soit sous format papier. Donc dans ce cas, ils vont travailler avec un imprimeur, ils vont maqueter leurs livres, ils vont faire imprimer. Après, la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec un stock de livres et puis il faut les vendre. Donc ça devient un autre métier, c'est-à-dire qu'on est auteur, mais on est aussi éditeur. Donc nous, on a préféré déléguer cette partie-là du travail à des professionnels qui savent mieux faire que nous. Et donc quand c'est comme ça, on monte un dossier. Et donc dans ce dossier de présentation du projet, on va donner nos intentions, puisqu'on n'a que quelques pages en fait. On n'a pas l'intégralité de la bande dessinée qui est prête et qu'on va pouvoir montrer. On fait juste 2 ou 3 planches de bande dessinée. On fait un synopsis, donc le synopsis va raconter comme ça en quelques lignes, soit en 15 lignes, 1 page, 2 pages, l'histoire qu'on veut raconter, et puis surtout l'intention qu'on veut y mettre, pourquoi est-ce qu'on veut raconter cette histoire-là. Sachant que le but, c'est de convaincre un éditeur d'éditer ce livre, de travailler avec nous. Et donc, il faut lui donner envie. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'envoyer aussi beaucoup de planches de bande dessinée. Il vaut mieux sélectionner, même si on en fait une dizaine, sélectionner les 2-3 meilleures, plutôt que d'en montrer une dizaine, dont certaines dont on n'est pas complètement satisfait. Parce que l'éditeur, en fait, verra avant tout les défauts des planches. Donc si vous mettez 10 planches avec 3 qui sont parfaites, entre guillemets, et puis 7-8 autres qui sont plus ou moins bancales, avec des défauts de narration, des défauts de mise en scène, de choses comme ça, ou dans les dialogues, l'éditeur, lui, va d'abord pointer les défauts et se dire « Ah ouais, c'est pas complètement abouti, donc il va falloir qu'il retravaille ». Si vous présentez 3 pages dont vous êtes vraiment satisfait, que vous avez travaillé, retravaillé jusqu'à aboutir à un résultat qui est convaincant, il vaut mieux présenter juste ces pages-là, parce que vous serez jugé sur un travail qui est abouti et qui représente ce que, au final, vous avez envie de faire. En plus de ça, parce que j'ai vu des auteurs comme ça qui voulaient faire l'intégralité du livre avant de le présenter à un éditeur, ça c'est une erreur, parce que l'éditeur a aussi
son but, c'est pas juste de vendre des livres, c'est aussi d'aider à accoucher comme ça. Accoucher du livre, donc d'aider l'auteur en fait dans tout le processus de création. Je pense que là où beaucoup d'éditeurs vont prendre du plaisir, ça va être dans cette phase-là. Et donc lui livrer un livre qui est déjà complètement fini. Alors c'est ce qui se fait beaucoup en littérature, mais en bande dessinée, vaut mieux éviter. Parce que déjà, c'est un travail de longue haleine, c'est au moins 1 an de travail pour faire une bande dessinée. Et puis en plus de ça, c'est un côté très frustrant pour l'éditeur qui va voir tous les défauts, des choses qu'il aurait pu corriger, pas seulement planche par planche, mais aussi dans la globalité de l'histoire. Voilà des séquences en fait qu'on aurait pu supprimer, d'autres qu'il aurait fallu rajouter, enfin, etc. Et donc l'éditeur a aussi envie de suivre le projet. Alors pas tous les éditeurs, il y a des éditeurs qui se contentent de ce qu'on appelle le rôle de publisher. En anglais, il y a 2 mots pour définir un éditeur, il y a editor et publisher. Editor, c'est celui qui assure le suivi éditorial, publisher, c'est celui qui va assurer la commercialisation du livre. Donc il y a des éditeurs qui sont plus à l'aise dans le rôle du publisher, mais d'autres qui ont envie d'assumer pleinement le rôle de l'éditeur, et c'est le cas des éditrices qui nous ont suivis à la Gouttière. Et voilà, et je pense qu'elles prennent vraiment leur pied justement dans le suivi du projet, et du suivi du projet de A à Z, c'est-à-dire de l'écriture de l'histoire, puisqu'après, quand on va commencer vraiment à travailler sur le projet, moi je vais envoyer ce qu'on appelle un séquencier, donc un découpage scène par scène de l'histoire, après un découpage case par case, après le dessinateur va faire le storyboard, etc. Et voilà, et donc il y a un suivi étape par étape comme ça de l'éditeur qui permet de corriger des petites choses, de vraiment régler l'histoire pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'elle soit la plus lisible possible. C'est même l'idée aussi, c'est qu'on fait le livre ensemble. Et donc on est chacun le maillon pour arriver au livre. Et c'est pas juste un scénariste ou un dessinateur, c'est vraiment une équipe. Et c'est vraiment l'idée essentielle. Oui, parce qu'effectivement, quand on dit éditeur, c'est un peu ce que tu dis. Il y a l'éditeur en tant que maison d'édition, c'est celui qui effectivement a la logistique et qui va publier le livre. Et puis il y a des gens à l'intérieur de la maison d'édition qui s'appellent des éditeurs ou des éditrices et qui suivent plus particulièrement l'élaboration du livre avec l'auteur. Qui lisent, qui relisent, qui posent questions, qui interrogent et qui fait raisonner, qui fait qu'on arrive à une réflexion de travail qui permet d'aller encore un peu plus loin et de resserrer les boulons, comme on dit. C'est important. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que l'éditeur, pour nous, c'est pas un patron. Il n'y a pas de lien de hiérarchie, de subordination entre un auteur et un éditeur. C'est un partenaire. C'est quelqu'un qui est notre associé sur un projet en particulier. Et on va tous travailler ensemble pour faire en sorte que ce projet soit le plus réussi possible. Et c'est pour ça que le montage aussi du dossier est important, parce que mieux il sera monté, plus il donnera envie à des éditeurs de suivre le projet, et plus on a d'éditeurs intéressés, plus aussi on va pouvoir choisir celui qu'on estime le plus approprié, le plus à même de bien défendre notre projet. Ça nous permettra aussi de négocier les conditions financières, mais ça je dirais que c'est presque autre chose, mais c'est intéressant aussi, c'est même nécessaire pour nous. Mieux on négocie un contrat, et puis voilà, mieux on arrivera aussi à en vivre et donc à poursuivre le projet dans des conditions optimales. Mais il y a aussi des choses qui sont au-delà de la négociation financière et qui entrent en ligne de compte quand on choisit un éditeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément choisir le mieux disant au niveau financier sur des propositions, alors sauf si vraiment on passe du simple au double, mais sur des propositions qui sont à peu près équivalentes, on va préférer un éditeur qu'on sent enthousiaste sur le projet. Un éditeur parce qu'on sait qu'il va bien le défendre, il va bien le suivre, il va bien le défendre. On préfère aussi un éditeur dont le catalogue en fait corresponde déjà plus ou moins au projet qu'on a envie de mener. C'est pour ça que la Gouttière, c'était une évidence pour nous quand on s'est lancé dans un projet jeunesse, parce que la Gouttière a un très beau catalogue jeunesse et est spécialisé dans ce secteur-là. On sait que c'est un éditeur qui est très bien perçu du côté des librairies jeunesse notamment, donc ça permet aussi d'étendre en fait les points de vente du livre au-delà du réseau traditionnel des librairies spécialisées bande dessinée. Là, on sait qu'il y a aussi que la Gouttière est très très bien vue chez les libraires jeunesse, etc., et en librairie généraliste. Et donc ça fait partie en fait des éléments de réflexion qui nous ont amené à choisir cet éditeur plutôt qu'un autre. Donc là, le projet du Clan de la Rivière Sauvage, vous ne l'avez présenté qu'à la Gouttière ou vous l'avez aussi présenté à d'autres ?
En fait, on l'a présenté à très peu d'éditeurs, de mémoire. 2 ou 3, pas plus. Ouais, je sais plus. On a dû le présenter à Casterman, Dargaud, Lagoutière. Non, c'est Casterman, Rue de Sèvres, Lagoutière, je crois. Ouais. Parce que Rue de Sèvres a aussi un très beau catalogue jeunesse. Casterman a aussi des bandes dessinées jeunesse. Mais on a commencé à le présenter comme ça à la Gouttière parce qu'il y avait une facilité aussi, puisque moi étant sur place, tout près de leur bureau, Renaud travaillant sur l'épouvantail déjà à la Gouttière, il y avait une forme d'évidence. Donc très rapidement, on a eu une discussion qui s'est engagée avec la Gouttière. Et assez rapidement, on s'est convaincus tous les deux que c'était l'éditeur qui défendrait le mieux le projet, parce que c'est un éditeur qui a un catalogue qui est relativement restreint. Et donc, ce qui veut dire que, évidemment, un éditeur, moins il a de livres à défendre, moins il publie de livres dans l'année, mieux il va défendre ces livres-là. C'est un éditeur aussi qui, pour chacun des livres qu'il va éditer, va établir toute une stratégie de vente, mais d'accompagnement plutôt de la vente, c'est-à-dire au travers d'expositions, au travers de tout un travail avec les libraires. Et on l'a vu parce que l'album est sorti il y a 15 jours, et je disais qu'on a beaucoup de retours positifs. Mais ça, déjà, le fait ne serait-ce que d'avoir des retours, pas forcément positifs, mais négatifs ou positifs, c'est quelque chose qui est très important pour des auteurs, d'avoir un retour sur leur travail. Et c'est vrai que ce sont des retours qui sont arrivés très rapidement, et je pense que si c'est le cas, c'est parce que la Gouttière en amont ne s'est pas contentée en fait de jeter le livre en quelque sorte dans le marché des librairies. Il y a eu un format souple qui a été édité 2 mois avant la sortie, donc où il y avait l'intégralité de l'histoire, l'intégralité des planches, alors certaines qui étaient en noir et blanc, certaines au crayonné, parce que l'ouvrage n'était pas complètement terminé quand ils ont lancé le maquettage version non corrigée. De cette version souple et non corrigée, et qui a été envoyée comme ça à tout un ensemble de libraires qui ont pu lire le livre avant même de le recevoir, avant même de le travailler avec les commerciaux. Et ce qui permet d'avoir une meilleure mise en place, et surtout ce qui permet d'avoir des libraires en fait, qui, quand ils reçoivent le livre dans leur librairie, l'ont déjà lu et vont savoir mieux le défendre, mieux le vendre, et très rapidement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand un libraire reçoit 15 livres par jour à peu près dans sa librairie, enfin 15 bandes dessinées, il va mettre du temps à les lire, parce que ça demande du temps comme ça de lire des bandes dessinées. Il ne va pas toutes les lire parce qu'il n'a pas le temps. Et puis parfois ça arrive, moi j'ai eu le cas comme ça de libraire, notamment sur Abélard, un libraire, c'est la librairie Jaune en Belgique, le libraire a lu le livre peut-être 1 ou 2 ans, ou peut-être 2 ou 3 ans après la sortie d'Abélard, et il nous a envoyé un mail en disant mais ce livre est absolument génial, il est passé complètement sous mes radars, je ne l'avais pas lu à l'époque, et c'est devenu le coup de cœur de la librairie. Et donc 3-4 ans après la sortie de l'album, il était en tête des ventes dans sa librairie. Et regrettait de ne pas l'avoir lu au début, parce qu'il aurait pu le défendre au moment de la mise en place, etc. Et donc, ce travail éditorial qu'a fait la Gouttière avant la sortie du Clan de la Rivière Sauvage, ça a permis d'avoir des retours très rapides des libraires, des critiques, etc. Et c'est quelque chose qui est essentiel, parce que la vie d'un livre, en fait, en librairie, on ne s'en rend pas compte, mais elle est très très courte. À certaines périodes de l'année, ça va être 1 semaine, 15 jours en fait, de présence en librairie. Et après, elle repasse dans les cartons, elle est renvoyée. Et donc, avoir travaillé pendant 1 an, parfois plus, sur un livre qui sera présent 15 jours en librairie, et puis après, il se retrouvera soit sur la tranche dans les rayonnages, c'est-à-dire complètement invisible, soit il sera renvoyé directement chez l'éditeur avec tous les invendus. C'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Et donc, le fait de le sortir déjà une période de l'année qui est un peu plus calme au niveau des sorties, et surtout sur une sortie qui a été préparée et bien préparée en amont, ça offre une vraie chance au livre de s'installer, de trouver des lecteurs avant d'être mis dans les rayonnages et d'être sorti de la table des nouveautés. Et ça, est-ce que il y a un lien entre la taille de la maison d'édition, ou est-ce que c'est vraiment, on peut avoir une grande maison d'édition qui a aussi ce même soin, parce qu'ils ont peut-être plus de moyens, plus d'éditeurs, plus d'éditrices, et que donc... C'est possible, mais ce qui va se passer chez un gros éditeur, chez Dargaud sur Abélard, on a eu un très bon suivi, et on ne peut rien reprocher au moment de la mise en place à l'éditeur, parce qu'il avait lui aussi fait ce travail d'imprimer le livre. En fait, ce qui s'est passé chez Dargaud, c'est qu'ils ont imprimé le tome 1 d'Abélard, ils l'ont programmé pour janvier. Donc les commerciaux, ce qui se passe habituellement, les commerciaux, 2-3 mois avant la sortie d'un livre, vont aller voir les libraires, vont leur dire voilà, on a un livre qui sort dans 3 mois.
Il est fait par Renaud Dilly, Régis Sautière, c'est un dessin animalier, etc. Donc ils vont présenter le livre et les libraires vont dire je vais en prendre 2 ou 3, je vais en prendre une dizaine, je vais en prendre 50, en fonction des auteurs, en fonction de si c'est une série, si les tomes précédents ont marché ou pas. Et donc Dargaud a fait ce travail. Donc les commerciaux, au mois de septembre, octobre, si je me souviens bien, sont allés voir les libraires en disant voilà, il y a Abélard qui sort, ça parle de ça, etc. Ça sortira mi-janvier. Bon, les libraires sont dit, ils en ont commandé. Les commerciaux sont revenus donc 2 mois après, une fois qu'ils ont fini leur tournée, ils font une réunion chez Dargaud, ils disent voilà, de l'Argo Winch, on en a placé 50 000, etc. Tel ouvrage. Et puis à Abélard, oui, on a réussi à en placer, je ne sais plus combien, c'était 4 ou 5 000. Et là, notre éditrice, en fait, chez Dargaud, est montée au créneau, elle les a engueulés. Elle leur a dit, si vous n'êtes pas fichu de placer un livre comme ça à plus de 5 000 exemplaires, changez de boulot. Elle était assez très en colère. Mais... Ouais. Donc il y a eu une réunion avec le grand patron de chez Dargaud en se disant, on fait quoi? Il est hors de question qu'on sorte ce bouquin-là à 5 000 exemplaires, il ne sera pas visible en librairie. Alors bon, c'est déjà une mise en place relativement correcte. Mais voilà, mais elle y croyait très fort. C'est aussi pour ça que l'enthousiasme d'un éditeur sur un projet est essentiel et primordial. Et donc ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter la série de 2 mois. Puisque le livre, on a prévu l'impression, on va l'imprimer quand même, on va donner des exemplaires aux commerciaux qui vont être chargés de les donner aux libraires lors de leur prochaine tournée, ou ils l'ont envoyé, peut-être même aux libraires. Oui, ils l'ont envoyé. Tous les libraires ont eu un exemplaire comme ça, en service de presse, on appelle ça. Ils l'ont lu, et là, la mise en place, en fait, a plus que doublé. Donc il y a vraiment eu un impact, et il y a vraiment eu un impact du travail de l'éditeur sur la sortie du livre. Et c'est grâce à ça que le livre a été visible. D'ailleurs, d'où la confiance, justement. Un éditeur, finalement, c'est quoi? C'est un nom, c'est le nom de l'éditeur. Mais c'est les gens avec qui on collabore. Et cette relation-là, on en revient à ça, c'est-à-dire c'est très important. Et Abélard aurait pu ne jamais être connu, très vite oublié en 1 mois, on n'en aurait même jamais parlé. Donc, ouais. Et donc voilà, donc ça c'était chez un gros éditeur. Donc un gros éditeur peut aussi faire ce travail-là. Sauf qu'un gros éditeur comme ça, qui va imprimer plusieurs centaines de bandes dessinées, plusieurs centaines de titres chaque année dans son catalogue, ce travail-là, en fait, ça va être un choix. C'est-à-dire qu'ils vont le faire sur certains ouvrages seulement. Généralement, les gros titres, ils se vendent déjà tout seuls. Ça, ils savent très bien vendre ce qui se vend déjà. Donc, le prochain tome de 13, de Spirou, d'Astérix, voilà. Donc ça, c'est facile de faire un travail commercial là-dessus, puisque les libraires sont déjà demandeurs, tout le monde connaît le titre, bref. Et ils vont faire des choix comme ça sur des ouvrages qu'ils ont envie de pousser parce qu'ils y croient. Abélard, je pense, c'était différent, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas forcément commercialement. D'ailleurs, chez Dargaud, ils m'ont dit, c'est un ouvrage qu'on a adoré éditer et qu'on a énormément de mal à vendre. Alors, il s'est vendu correctement, mais quand on met en parallèle le retour critique qu'on a eu, qui a été très 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 bon, le fait que ça a été publié aux États-Unis, etc., qui est en Croatie, je sais plus, en Espagne, dans différents pays. En fait, quand on compare avec ce retour critique très positif, les différentes éditions et puis les chiffres de vente réels, en fait, voilà, il y a quand même un gap qui est assez important. De mémoire, on doit être à 10 000 exemplaires vendus par tome, donc ce qui est très correct sur le marché de la bande dessinée actuelle, mais qui surprend souvent des gens qui disent « on pensait que ça se vendait beaucoup plus », parce que quand on voit tous les retours qu'il y a eu, on voit passer sur Internet, etc., c'est un ouvrage qui est difficile à vendre parce qu'il est en dehors des canons. On n'est pas dans le registre réaliste au niveau du dessin, ni dans ce qu'on appelle la franco-belge, le gros nez. Donc on sort un peu des canons habituels de dessin parce que mine de rien, c'est une thématique qui est assez dure. C'est une histoire assez dure, etc. Mais on ne peut pas reprocher à l'éditeur de ne pas avoir fait ce travail. Mais ça m'est arrivé sur d'autres ouvrages, sur beaucoup d'autres ouvrages chez des gros éditeurs, qui soient sortis comme ça, comme on jette une bouée à l'eau et puis on regarde si elle flotte ou pas. Si c'est une bonne bouée, normalement elle doit flotter. Mais beaucoup d'éditeurs font ça, c'est-à-dire qu'ils vont éditer plein de titres différents. Ils vont lancer une centaine, parfois le même mois.
Et sur cette centaine de titres, il y en a seulement 5, 10 qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont trouver un lectorat assez rapidement. Et tous les autres, en fait, passent à la trappe. Et c'est pour ça que chez certains éditeurs, en fait, on va avoir le tome 1 d'une série et il n'y aura pas le tome 2. Ou alors la série qui était prévue en 5 tomes va s'arrêter au tome 2 parce que les ventes ne sont pas suffisantes. Mais elles ne sont pas suffisantes aussi parce que l'éditeur, derrière, n'a pas fait ce travail de porter le livre, de l'aider à émerger en librairie, de montrer qu'il existait déjà. Et c'est pour ça que quand on travaille avec des éditeurs comme Lagoustière, Rue de Sèvres aussi fait ce travail-là. C'est aussi pour ça qu'on pensait à cet autre éditeur jeunesse, ce travail de suivre en fait chaque titre. Ce que ne peut pas faire un gros éditeur. Le gros éditeur va le faire sur certains titres qu'il va sélectionner dans son catalogue, alors qu'un petit éditeur comme Lagoustière va pouvoir le faire sur tous les titres qu'il va publier, parce qu'il publie peu de titres dans l'année. Ouais, c'est ça. C'est aussi le cas, par exemple, on a pu voir à la journée professionnelle Sarbacane, qui aussi publie 20 titres par an et qui ont plus cette possibilité-là. Alors effectivement, la Rue de Sèvres, c'est aussi c'est l'édition qui fait partie de l'école et loisirs. Hein, l'école et loisirs qui est spécialisée dans le livre jeunesse. Donc c'était la branche bande dessinée. Donc effectivement, ce qu'on disait sur les éditeurs, ça explique aussi parfois qu'on voit passer des auteurs d'une maison d'édition à l'autre parce que simplement l'éditeur a changé de maison d'édition et souvent l'auteur, parfois l'auteur a... Oui, c'est ça, c'est des collaborations, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de... Et quand on signe un contrat, c'est pour 1 ou 2, 3 livres quand il y a encore. Et après, c'est des gens qu'on rencontre finalement. Alors, vous évoquiez effectivement les séries qui s'arrêtent comme ça. Bon, je crois qu'il y en a eu... T'en as eu quelques-uns? Oui, j'en ai eu quelques-unes. Chez Paquet, notamment, on a commencé, il était un peu spécialiste de ça. J'en ai eu d'autres chez Delcourt aussi qui ont été arrêtés très rapidement. Voilà. Après, pour différentes raisons, la bande dessinée ne trouve pas son public. Il y a plein de choses pour l'expliquer, parce qu'elle est sortie à un mauvais moment, ça peut arriver à un mauvais moment de l'année. Parce que le sujet en fait qu'elle abordait ne parlait pas au public à ce moment-là, alors qu'il lui aurait parlé il y a 10 ans auparavant ou dans 10 ans. Parce qu'il y a eu, il est sorti pendant un confinement, ça peut arriver aussi. On a eu le cas avec Zibline, le bouquin sort et puis paf, confinement, librairie fermée, etc. Donc la série est tuée d'emblée, parce qu'en fait le problème qu'on a maintenant sur une série, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, c'est que tous les libraires sont informatisés. Donc ça c'est quelque chose de bien aussi, parce que ça leur facilite la vie, notamment tout ce qui est référencement d'ouvrages. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on sort le premier tome d'une série, le libraire en commande une vingtaine, il vend les 20, il va se dire ouais, c'est pas mal, j'en ai vendu une vingtaine, il va pas faire de réassort, et quand sort le tome 2, il va se dire alors il va regarder tout de suite combien il a vendu de tome 1. Voilà. Et il va dire j'en ai vendu 18 ou j'en ai vendu 20, je vais en prendre 15. C'est-à-dire que j'en prends toujours moins que ce que j'ai vendu la première fois. Et donc forcément, la mise en place va en descendant à chaque nouveau tome. Et donc si au lieu d'en avoir vendu 20, il n'en a vendu que 5, mais ça peut être aussi parce que comme il ne connaissait pas les auteurs, il s'est dit je ne vais pas prendre de risque, je vais prendre 5 tomes. Et que pris après dans le flot de la production, il a vendu ses 5 tomes, mais il s'en est même pas forcément rendu compte, et puis il est passé à d'autres nouveautés qui sont sorties. L'année d'après, quand il regarde en fait ses chiffres de vente, il dit j'en ai vendu que 5, donc là je vais en prendre que 3. Donc la série en fait elle est morte, puisque la mise en place sera minable. Et voilà, et donc il y a ce phénomène-là aussi qui entre en jeu, alors qu'auparavant, quand il n'y avait pas cette informatisation qui mécanise les choses, le libraire aussi marchait plus en fait sur le ressenti par rapport aux ventes du livre, en se disant j'en ai commandé 5, j'ai vendu les 5. Ouais, ah oui, ça s'était bien vendu, je me souviens, j'avais commandé des exemplaires, je sais plus combien, mais je les avais tous vendus. Et donc tiens, je vais en prendre une dizaine là pour voir. Et voilà. Et puis comme il y avait aussi beaucoup moins de parutions, les libraires avaient le temps de lire les livres, avaient le temps de les apprécier, de les défendre, etc. Maintenant, on est dans une logique où chaque livre chasse l'autre. Et quand on est sur la période octobre-décembre, donc la période où il y a le plus de sorties dans l'année,
la vie du livre en librairie, c'est une semaine, et puis s'il n'a pas fait ses preuves en une semaine, bah voilà, il retourne dans les cartons, puis il est remplacé par d'autres sur les tables de nouveautés, et, voilà, et c'est fini. Et c'est vrai qu'on peut rajouter à ça aussi, puisque je suis journaliste, le côté pour les journalistes, pour la presse, où effectivement on est submergé par les albums, et effectivement, bon, l'espace est de plus en plus restreint en plus pour les parties littéraires. Bon, la bande dessinée a toujours eu une part un peu marginale dans cet espace qui se diminue. Et effectivement, hein, on va chroniquer un album et puis on va en laisser 3 ou 4 de côté. Il y en a 3 ou 4 qu'on n'aura pas vus. Après, il y a aussi les rapports avec les éditeurs, où certains éditeurs envoient effectivement ce qu'on appelle ce que disaient les services de presse, c'est-à-dire on va vous envoyer l'album. Alors maintenant, soit l'album réel, soit le fichier informatique, qui permet au moins d'avoir la connaissance de l'histoire, même si on n'a pas forcément le toucher, le ressenti, le format, la restitution des couleurs et autres. Mais puis d'autres ne le font pas, ou d'autres vont le faire de manière aléatoire, d'autres vont nous noyer d'albums qu'on n'a pas demandé, mais par contre pas envoyer les albums qu'on a demandé. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Et donc effectivement sur Zyblin par exemple, donc c'est une série récente, hein, puisqu'elle est sortie, le premier album est sorti en 2019 chez Casterman avec Awamri. Donc j'ai vu qu'il y a un deuxième album qui est sorti. Qui est sorti juste avant le confinement. Voilà. Donc c'est là où ça. Et donc elle en est où alors le deuxième est sorti. Et on va arrêter la série là, puisque le deuxième, en fait, s'étant très mal vendu, voilà, on a clos en fait l'histoire au deuxième tome, alors qu'on avait prévu au départ de faire au moins 5 tomes. Et voilà, donc alors on a fait en sorte de clore quand même l'histoire de façon correcte, mais avec quand même des portes qui sont restées ouvertes, et qu'on aurait aimé explorer sur les tomes suivants. Mais voilà, c'est la loi du genre aussi. Alors ça, c'est vrai que par contre c'est frustrant pour le lecteur, par contre, qui embarquait... C'est très frustrant pour le lecteur, c'est très frustrant aussi pour les auteurs, parce que nous, on s'est projeté dans une histoire comme ça, qu'on avait envie de raconter sur 3, 4, 5 tomes, et en fait... On a juste pu raconter que les 2 premiers tomes, c'est comme si vous écriviez un roman, vous prévoyez 400 pages pour l'écrire, et en fait, seules les 50 premières sont publiées, et donc vous restez avec votre histoire, vous savez en fait ce qui va se passer derrière, mais que vous ne pouvez pas le raconter, quoi. Donc c'est aussi très très frustrant pour les auteurs. Ouais, et c'est notamment le cas aussi, enfin, parlant de tes albums, sur la croisière jaune. Le Marin et l'actrice et la croisière jaune, oui, c'est une série qui avait été interrompue au tome 3. 3 ou 4 3, ouais. 3. En fait, on voulait terminer en 4 et ça s'est arrêté au tome 3. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a parfois des éditeurs qui reformatent en fait au moins une série pour qu'elle ait une cohérence, quoi. Je crois que c'est arrivé là, chez Casterman avec Nowhere d'Anthony Pastor, qui était prévu alors c'est une espèce de réalité, de thriller, un peu de politique fiction qui se passe dans une espèce de pays qui ressemble un peu au Groenland, qui était prévu sur 9 tomes, et au final il s'arrête en 5, mais au moins il se clôture, quoi. Voilà. Et puis d'autres, effectivement, qui, on voit juste pas le nouvel album qu'on attendait, qui arrive jamais, quoi. Et Renaud, est-ce que toi, tu as eu aussi ce genre de désagrément ? Pas trop, parce qu'en fait, justement, je pense que c'est la première fois que je lance le concept de série pour mon travail, hein, de tout ce que j'ai pu faire. Alors, on peut dire que pour l'épouvantail, c'était déjà un peu là, mais même là, le premier devait normalement être juste ce qu'on appelle un one-shot, donc pas de suite. Mais l'aventure m'avait tellement plu qu'au moment justement de l'impression, j'ai été voir l'éditrice qui était là aussi. Je lui ai soumis le découpage du suivant parce qu'en fait, je me dis ça m'a donné une idée, je sais pas. Alors après, je sais que normalement, il ne doit pas y avoir de suite. Mais bon, lisez-le et puis dites-moi. Et puis finalement, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Donc il n'y avait pas du tout ce concept de série. Et donc je n'ai fait jusqu'à présent, à part le clan ici, aucune série. Donc des one-shots ou alors diptyques. Hein, comme on avait fait avec Régis. Et même Abélard, au départ, c'était prévu pour être un one-shot. C'est l'éditeur qui a voulu le décomposer en 2 parties pour des raisons commerciales, parce que c'était plus facile pour l'éditeur de vendre 2 fois 62 planches, si je me souviens bien, que de vendre une fois 120. Parce que voilà, quand on est sur des ouvrages de 120 planches, c'est un prix plus élevé, etc. Et c'était plus dur à rentabiliser pour l'éditeur. Oui, d'ailleurs, c'est ce connaissant ce souci-là aussi que je faisais des one-shots, parce que j'étais certain d'arriver au bout de l'histoire. C'est quand même important, parce que quand on se lance comme ça, et d'ailleurs ça a été pour moi une des parties les plus importantes pour le clan. Si je me suis dit, si on se lance dans une série, je veux être sûr qu'on fasse au minimum 3 albums, sinon ça n'a aucun sens, parce que ça demande déjà pour Régis un travail de fond, parce que tout ce qui est présenté dans le livre, c'est déjà un travail en soi assez particulier et assez prenant.
Mais il faut savoir qu'il y a encore derrière toute une structure qui est prévue. Et c'est arrêter en pleine création quelque chose, et ça, j'aurais pas accepté. Donc là, on est au minimum certain d'en faire 3, et on va faire en sorte que tout se passe très bien. Bon, là, on n'a pas à se plaindre, j'ai l'impression que ça démarre très bien, donc c'est chouette. Mais pour moi, c'était, oui, effectivement important, parce que j'aurais pas aimé qu'on se retrouve le bec dans l'eau, comme Régis a pu le vivre. Je trouve ça inadmissible. Voilà. Alors je pense que la notoriété et puis la carrière de l'auteur joue quand même là-dedans sur le... Ça joue sur le fait, je pense, d'être plus rapidement lu par les libraires, par les critiques, puisque voilà, ils voient arriver un ouvrage d'auteurs qu'ils connaissent déjà, au travers d'autres séries, d'autres ouvrages. Là, en l'occurrence, voilà, on est 2 auteurs qui avons déjà travaillé ensemble, donc on était aussi attendus par des lecteurs qui avaient apprécié Abélard. Et on a aussi chacun notre carrière de l'autre côté. Donc Renaud est aussi connu pour d'autres ouvrages, mais aussi pour d'autres séries, La Guerre des Lulus, etc. Ce qui fait que forcément, quand vous connaissez déjà un peu le travail des auteurs, vous avez une curiosité naturelle qui vous dit, tiens, je vais voir ce que vaut leur dernière collaboration, enfin, etc. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a des retours rapides. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens, on scrutait Internet pour avoir la moindre critique, le moindre retour de lecteur, comme ça, pendant des semaines, on désespérait d'en avoir une, et puis il y en a une qui apparaissait un mois après. Voilà, là, le Clan de la Rivière Sauvage est sorti il y a 2 semaines, on a déjà eu au moins 15 ou 20 retours comme ça, critiques sur Internet ou dans des journaux. Donc voilà, c'est très rapide. Voilà, et c'est dû à différents facteurs. Ce dont j'ai parlé, donc le travail de l'éditeur, et puis le fait voilà, qu'on a d'autres ouvrages derrière nous qui vont créer ce phénomène de curiosité. Je suppose aussi que quand on négocie justement pour se dire on lance dans une série mais on veut être sûr d'en faire peut-être 3, là le poids de l'auteur, il a aussi on a plus de possibilités. Mais en même temps c'est une logique qui est bonne aussi pour l'éditeur, c'est-à-dire à partir du moment où lui, c'est vrai que c'est dans toute logique, si on veut rester jusqu'au bout, l'éditeur il n'a pas intérêt à sortir des livres comme ça, parce qu'au bout d'un moment les lecteurs vont se diriger un peu ailleurs aussi. Je veux dire, c'est pas un bon exercice de style, ni c'est intéressant pour personne. Et donc, voilà, c'est très important de... Et c'est peut-être la différence justement entre certains gros éditeurs et des petits éditeurs comme La Gouttière. Il y a certains gros éditeurs qui font ce qu'on appelle de la cavalerie, c'est-à-dire qu'ils vont sortir une bande dessinée juste parce qu'il faut être présent en librairie, parce qu'il faut faut respecter le contrat qu'on a négocié avec l'imprimeur qui a permis d'acheter à l'avance des palettes de papier, etc., et donc de les payer à un prix préférentiel. Donc il faut produire du livre. Et donc ils vont sortir des livres comme ça, sans même espérer, sans même vouloir les vendre. Vu du point de vue de l'auteur, c'est assez désespérant. C'est-à-dire que nous, on s'est investi, c'est notre œuvre, c'est notre ouvrage, on a passé des mois dessus. Et quand on comprend qu'en fait que l'éditeur n'a pas cette volonté de vendre le livre, mais pour lui c'est juste des blocs de papier qui vont occuper des rayonnages en librairie, et parce qu'il faut qu'il soit présent, parce qu'il faut faire tourner aussi en fait les... C'est le facing. En fait, c'est du facing. C'est le facing. Ouais, et puis c'est ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire que l'éditeur va placer des livres en librairie, ces livres vont être payés par les libraires. Et donc il a besoin, pour que son compte soit positif chez le diffuseur, d'avoir toujours des livres en librairie. En gros, c'est le libraire qui va servir de banquier à l'éditeur. Et donc si l'éditeur n'a pas de nouveauté, qu'il n'y a que des retours en fait, des livres parus les mois d'avant, son compte va passer en négatif. Et le fait de ressortir un livre, ça va recréditer, remettre de l'argent sur le compte diffuseur de l'éditeur. Donc il y a ce phénomène de cavalerie qu'il y a chez certains gros éditeurs, et dont les auteurs en fait pâtissent, parce que ils sont pas du tout dans cette logique, ils sont victimes de ce système-là. Chez un éditeur comme La Gouttière, en fait, on n'a pas ce problème-là. Chaque livre est suivi, il y a peu de livres, mais chaque livre est suivi et défendu, et il y a un enjeu économique sur chaque livre pour l'éditeur. Donc il a tout intérêt à ce que le livre fonctionne, que le livre trouve son public, et voilà, il se donne les moyens financiers, mais aussi humains, donc en termes d'accompagnement, en termes de contact avec les libraires, en termes de travail aussi avec les journalistes, etc. Et c'est un travail qui est hyper important et qui est le travail premier de l'éditeur. Quand on fait appel à l'éditeur, c'est ça qu'on lui demande, c'est nous accompagner sur la création du livre et accompagner le livre après dans sa vie en librairie. Je ne sais pas s'il y a des questions, on a beaucoup parlé là, mais vous avez peut-être des remarques, des réflexions? Oui.
Alors, j'ai une question à propos de votre dossier d'édition. Est-ce que vous avez partagé aussi vos storyboards ou pas? Ou juste un script? Alors, de mémoire, je pense pas. On a dû envoyer les planches finalisées, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que pour donner aussi envie à l'éditeur, on peut montrer quelques pages de storyboard pour raconter un peu la suite des pages qu'on a mises. Là, en l'occurrence, on a juste envoyé 2 planches. Mais c'était 2 planches, c'était les planches 2 et 3. C'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé la planche 1, on n'a même pas faite. Enfin, on l'a faite après, mais pas pour le dossier. On a préféré envoyer 2 planches, en fait, qui à la fois donnaient le ton de l'histoire, qui constituaient une espèce de mini-histoire en elle-même, dans le sens où vraiment ça présentait les personnages. Je ne sais pas si on peut voir ces 2 pages-là. Voilà. Sur ces 2 pages-là, en fait, je ne vais pas dire qu'on a tout, mais voilà, on introduit déjà nos personnages, on donne le ton, on va parler de l'aventure, on va parler on va montrer les caractères des personnages. On en voit un qui est gourmand, un peu casanier. On comprend que l'autre, il a des grands rêves d'aventure, qu'il aime les livres. Et sur ces 2 pages-là, voilà, on a déjà une ambiance. On a déjà toutes les intentions qu'on veut mettre dans le livre, et donc ça suffit. Mais ça m'est arrivé sur d'autres projets, en fait, où on a 2 pages qui vont être moins denses peut-être, et où on se dit, tiens, voilà, c'est bien d'avoir la séquence complète pour que l'éditeur ait une idée de la façon dont on va raconter une scène. Et donc dans ce cas, on fait 1 page, 2 pages, 3 pages, finalisé avec les couleurs éventuellement quand on sait qui fait les couleurs ou si c'est le dessinateur qui les fait par exemple et qu'on veut absolument que le bouquin soit en couleur, et on rajoute quelques pages de storyboard pour clôturer la séquence, pour que l'éditeur puisse lire la séquence dans son ensemble. Mais on peut aussi, ça peut se faire, choisir 3 pages à 3 moments différents de l'histoire. Alors je dis 3, ça peut être 2, ça peut être 4, mais voilà, quelques pages à différents moments pour montrer différentes ambiances. Voilà, une ambiance de nuit, une ambiance d'action, une scène, un extrait d'une scène de dialogue, pour montrer à l'éditeur qu'on sait gérer une scène de dialogue, qu'on sait aussi raconter une scène d'action, etc. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est vrai que comme on avait déjà travaillé ensemble, que les éditeurs auxquels on a présenté notre travail, enfin ce projet-là, connaissaient déjà ce qu'on avait fait ensemble. On n'avait pas besoin de montrer différentes séquences pour dire moi je sais raconter une scène d'action, etc. Donc on s'est vraiment concentré sur une séquence qui nous a paru résumer un peu ce que c'était que l'intention qu'on voulait mettre dans ce projet-là. Et puis on a aussi ajouté des recherches de personnages, ça c'est assez important, montrer les différents personnages, avoir quelques lignes de présentation pour chacun, dire il a Zaki, il a tel caractère, etc. En gros le dossier c'était ça, une présentation des personnages avec quelques recherches graphiques, un synopsis qui raconte l'ensemble de l'histoire et surtout qui donne l'intention qu'on veut mettre dans cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce que ça va porter de plus par rapport aux 5000 histoires qui sortent chaque année, rien qu'en bande dessinée. Et puis 2-3 pages finalisées pour montrer le traitement graphique qu'on veut donner à la bande dessinée. Et généralement ça suffit, il n'y a pas besoin de faire de dossiers plus complets, parce que ça peut aussi effrayer les éditeurs, surtout quand on débute. Les éditeurs, les gros éditeurs reçoivent tous les jours 10, 15 projets comme ça éditoriaux. Parmi ces projets, il y a des projets d'auteurs confirmés qui ont déjà fait d'autres ouvrages, et puis il y a des projets de débutants, certains qui sont de niveau professionnel, d'autres qui tout de suite passent à la trappe parce que en regardant les planches, l'éditeur voit que au niveau narration ça fonctionne pas, que le niveau de dessin n'est pas suffisant. Mais même dans les projets qui ont un niveau professionnel, après c'est là où l'éditeur va passer du temps à regarder, à lire le synopsis, à voir si ça l'intéresse, si ça correspond à ce qu'il a envie d'éditer. Et il vaut mieux un dossier qui soit bien ficelé et relativement court, plutôt qu'un dossier fourre-tout. On essaye de mettre tout ce qu'on a fait, de faire un synopsis qui fait 15-20 pages, parce que ce qui peut se passer, c'est que l'éditeur qui regarde les planches, dit là, il y a un bon niveau. Par contre, il y a 15 pages de synopsis, j'ai pas le temps de les lire aujourd'hui parce que j'ai plein de boulot à faire. Et je vais faire ça demain ou après-demain, sauf que le lendemain, il a reçu de nouveau 15 dossiers. Et puis le dossier va arriver, il va être dans une pile de dossiers à lire. Et puis et ça va traîner. Et parfois, ça ne va jamais être lu parce qu'il y a d'autres projets qui seront arrivés, parce qu'il y a d'autres envies, parce que ça m'est arrivé, le directeur de collection a été viré
viré, et il est parti avec les projets qu'on lui avait envoyés. Voilà, donc vaut mieux un dossier relativement court, relativement synthétique, mais bien fait. Quand on débute, un synopsis de 15-20 lignes bien fait et puis une petite note d'intention sera plus efficace qu'un synopsis de 20 pages. Ce qu'on peut faire, moi ça m'est arrivé récemment d'envoyer un synopsis de 20 pages, mais parce que je l'ai envoyé à des éditeurs que je connaissais, avec lesquels j'avais travaillé, qui étaient en demande en fait de projets de ma part, donc je savais qu'ils le liraient. Et puis c'était pour un ouvrage qui fait près de 250 planches. Donc là voilà, il y avait besoin d'avoir de la densité. Mais même là en fait, ce synopsis de 20 pages, je ne l'ai envoyé qu'après avoir d'abord envoyé un synopsis de 8 pages. Donc plus facile à lire, plus rapide à lire. Et donc j'ai dit à l'éditeur, enfin aux éditeurs qui m'ont contacté, après, si tu veux, j'ai une version plus longue, plus dense en fait du projet, là en 20 pages. Et, voilà. Et là, je l'ai envoyé après. Mais la première version, c'est une version plus succincte. Je voudrais savoir si pour le scénariste, il y a une influence et une importance sur la présentation que l'illustrateur fait ensuite du personnage. Parce que je pense que quand on écrit là, le scénario et que ce sont des personnages qui en soi peut-être dans l'esprit du scénariste sont des humains et que le dessinateur renvoie des personnages animalier, on va dire. Est-ce que ça a une influence et comment ça se passe et à quel moment les personnages prennent forme réellement? Alors, oui, ça a une importance. Alors là, en l'occurrence, en travaillant avec Renaud, je savais qu'il ferait des personnages animaliers. Donc il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, je ne savais pas quels animaux il choisirait. Ce que je fais, c'est que quand je vais lui présenter des personnages, souvent ce sont des archétypes, donc avec quelques traits de caractère assez grossiers, quelques traits physiques aussi assez grossiers. Renaud va faire des recherches. Renaud ou un autre dessinateur avec lequel je travaille fait des recherches comme ça sur les personnages en fonction de ce que lui inspire le descriptif que j'ai fait du personnage, ce que lui inspire aussi ce qu'il va vivre, parce que souvent j'envoie le synopsis avec. Donc le rôle est déjà défini. Il va faire des recherches. Je vais regarder les recherches qu'il m'envoie. Parfois, donc pour un même personnage, il y aura plusieurs recherches différentes. Donc là, quand c'est ça, je vais dire ouais, c'est celui-là qui me plaît le plus, et il m'inspire bien. Soit le dessinateur a vraiment une idée du personnage précise et il envoie des recherches autour d'une seule physionomie, etc. Et une fois qu'on s'est mis d'accord que le personnage a été créé en dessin, moi, je vais me le réapproprier et je vais retravailler son caractère en fonction de ce que m'inspire le dessin, en fonction de ce qu'en a fait le dessinateur. Et donc là, on pourrait dire que voilà, c'est à ce moment-là que se définit vraiment le personnage, mais il va quand même continuer à évoluer. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va lui faire vivre, en fonction des premiers dialogues que je vais écrire pour lui, il y a une façon de parler aussi qui va s'installer. Et il y a des choses, il y a des running gags comme ça qui vont naître, qui n'étaient pas du tout prévus dans le synopsis de départ, mais qui viennent au cours de l'écriture. Et qui viennent aussi en fonction de ce que m'inspire en fait le personnage créé par le dessinateur. Il y a une série que j'ai faite qui s'appelle, donc c'était une série en 3 tomes qui s'appelle Les 3 grognards. Au départ, voilà, j'avais un synopsis. On raconte l'histoire de 3 soldats de l'armée napoléonienne pendant la campagne d'Austerlitz. Il y avait un gros balèze, il y avait un personnage un peu fluet, et puis un personnage qui était le personnage principal, qui n'était pas défini d'ailleurs au départ. Mais on avait cette idée de travailler avec des grognards, enfin des soldats de l'armée napoléonienne. Et le dessinateur, en fait, a dessiné comme ça plein de soldats différents avec des gueules différentes. Et il y en a une qui m'a étonné. C'était un soldat noir, en fait. Et c'est vrai que quand j'imaginais les soldats de l'armée napoléonienne, pour moi, voilà, ils avaient tous la peau blanche. Et je me suis dit, tiens, un soldat à la peau noire, il se démarque et en même temps c'est super intéressant. Mais est-ce que historiquement ce serait jouable? Et puis en réfléchissant 2 secondes, je me dis, mais ouais, c'est tout à fait possible. Il y avait des soldats à la peau noire dans l'armée française, notamment à Saint-Domingue, etc., enfin dans les différentes colonies. Et je me suis dit, mais ouais, ça pourrait être un personnage très très intéressant. Et du coup, ça m'a amené à réécrire en fait le synopsis. Parce que voilà, il fallait aussi expliquer ce que faisait ce personnage ici, quel était son vécu, qui était forcément différent d'un soldat qui arrivait de Picardie, ce qui était le cas d'un des 3 autres grognards, l'autre venait de Bretagne.
Et ça m'a amené à retravailler l'histoire et à donner à ce personnage en fait, le rôle central de notre histoire. Et donc ça a une forte influence en fait, sur l'ensemble de la série. Et quand on commence à travailler avec Renaud, non seulement il va dessiner les personnages principaux, donc ceux dont j'ai défini les caractéristiques, mais il va aussi en fait dessiner tout un tas de personnages annexes comme ça qui viennent sous le dessin. Et dans cette galerie de personnages, je vais être amené parfois en piocher un. Je dis tiens, celui-là il a une super tête, ça va m'inspirer des choses et ça va donner naissance à certaines séquences, à des personnages annexes comme ça qui vont apparaître. Ça a été le cas sur Alvin notamment, je m'en souviens. Oui, après il y a un ping-pong. Hein. Après, ça peut aller très vite, comme une conversation, une discussion. Je prends mon carnet, je lui envoie, il me dit... finalement, ça vient assez instinctivement, on se connaît bien aussi. Hein. Et ça se crée comme ça. Mais effectivement, c'est nos deux têtes en une hein, à ce moment-là. Encore une dernière question, peut-être, parce que là, on arrive au bout de notre rencontre. Peut-être dernière question, est-ce que, en plus du clan de la rivière sauvage, vous avez d'autres projets qui arrivent là? Alors, de mon côté, oui. Alors, pas ensemble. Ensemble, on est vraiment sur le clan de la rivière sauvage. Il y a la suite déjà de séries déjà entamées. Donc, il y a la guerre des Lulus, il y a les spectaculaires. Donc, le prochain tome des spectaculaires se passera à Amiens. Les spectaculaires sont invités par Jules Verne en fait pour le rejoindre à Amiens. Le problème c'est que Jules Verne est mort depuis 5 ans, donc il y a un petit truc bizarre, donc voilà, et qui va être le nœud de l'énigme en fait que vont avoir à résoudre les spectaculaires. La guerre des Lulus, nous reste 3 tomes à faire, donc là on est sur le tome je ne sais plus combien, alors c'est le 10e tome à paraître, mais il est numéroté 8 je crois. 8, c'est ça, oui. Parce qu'il y a la perspective Luigi qui ne fait pas partie de la numérotation. Il y a donc un projet avec Damien Cuvillier qui est présent ici, avec qui notamment j'ai fait la perspective Luigi justement, le spin-off de la guerre des Lulus. Là, je parlais tout à l'heure d'un ouvrage qui va faire 240-250 planches. Donc c'est avec lui qu'on le fait. On s'est donné 2 ou 3 ans pour le faire. Je travaille sur une nouvelle série autour de la Révolution française avec des enfants. Donc là, c'est avec Xavier Fourquemin au dessin. Et puis, donc le clan de la rivière sauvage. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis moi, je reprends les clés avec l'épouvantail. Je continue l'aventure parce que ce personnage-là m'inspire toujours. Et c'est vrai qu'il est très, très, très bien, ce personnage. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de... Merci.